Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de décision? Comment tu fais quand tu as une décision importante à prendre? C'est quoi le mécanisme que tu mets en place? Moi, en fait, j'ai essayé de simplifier au maximum ma vie. Je suis à un endroit maintenant et je sais où je veux aller, à court, moyen, long terme. Et en fait, j'oriente systématiquement en me disant, est-ce que ça sert le but, l'objectif que je veux atteindre? Et en fait, j'ai éliminé tout ce qui n'est pas là-dedans. Donc le premier tri de décision, c'est de dire, voilà, je sais que je veux aller là, est-ce que faire ça, ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à ce cheminement? Et en fait, quand on raisonne comme ça, on se rend compte qu'on élimine 80% des choses. Et je suis toujours frappé de voir à quel point les gens me semblent dissolus. C'est-à-dire que c'est comme s'ils couraient plusieurs lièvres à la fois. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'est de dire, au lieu de se concentrer et d'être focus sur une chose et de faire une, deux ou trois choses et de faire en sorte de les atteindre, les gens sont complètement dispersés et vont dans toutes les directions. Et c'est vrai que ça déjà, rien que ce tri-là, ça règle pas mal de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je partage. Je le fais peut-être un petit peu moins que toi. Je sais pas si c'est mon premier tri. Je sais qu'on en a un qui est commun après. Qui est plutôt de se poser la question, ok, et je pense que je me pose la question comme toi, de est-ce que ça va dans la direction, mais peut-être après. Avant, ça passe d'abord au tri. Est-ce que, quelle que soit la décision que je prends, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Quelle est la meilleure chose qui puisse arriver? Et je suis quelqu'un qui est assez pragmatique là-dessus et qui aime bien lister les choses. Donc je vais vraiment lister le pour, le contre et décider. Mais je pense que j'ai moins cet objectif final et je me laisse un peu plus porter de temps en temps par des opportunités qui se présentent que j'aurais pas forcément espéré. Donc je pense qu'on a une petite différence là-dessus. Mais je pense que tu as le même filtre aussi de te poser la question, ok, voilà, je dois décider ça, c'est une décision importante pour moi, qu'est-ce qui est le pire qui puisse m'arriver? Ouais, exactement. Et souvent, même tout le temps, en fait, on se rend compte que, en fait, tant que la santé n'est pas en jeu, il n'y a rien de grave. Et c'est vrai que quand on commence à réfléchir comme ça, on se met à faire et à se permettre beaucoup plus de choses parce qu'on n'a plus peur. Et c'est vrai que je pense que la plupart des gens ne le font pas parce que s'ils se posaient cette question-là, par exemple d'acheter un immeuble, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Que l'immeuble soit moins rentable que prévu, etc. Mais au final, on a l'immeuble. Donc même s'il est moins rentable, c'est pas comme si on allait perdre 300 000 €, tu vois? Et donc c'est vrai que ça pourrait être un bon conseil de dire justement, ok, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Il y a quelques jours, on passe devant une concession automobile de luxe et il y a une voiture qui nous plaisait. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, je suis rentré directement parce que je me suis dit, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit mal accueillis. Et en fait, raisonner comme ça facilite pas mal. Ouais, ça facilite beaucoup de décisions et ça permet de relativiser beaucoup de choses en se disant, finalement, si c'est ça le pire, c'est pas un risque si important que ça à prendre et donc autant essayer plutôt que de le regretter après. Moi, j'aime bien aussi me poser la question de qu'est-ce qui est la meilleure chose qui puisse arriver avec ça pour vraiment essayer de mettre le positif et le négatif dans la balance et pas toujours être craintif à me poser quel est le pire qui puisse arriver, puisque quand on est dans ce mode-là, on est quand même dans un mode plutôt négatif, même si on le fait pour se rassurer. On pense quand même à des scénarios qui vont pas forcément se passer correctement. Donc j'aime bien mettre dans la balance quelle est la meilleure chose qui puisse arriver suite à cette décision-là. Après, moi, j'ai une chose dont j'ai pris conscience récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, et qui m'a vraiment libéré dans mon processus de prise de décision, c'est... alors, je raconte une petite histoire pour l'illustrer. Je me souviens plus de l'histoire en entier, mais cet exemple-là, c'est un vieux sage qui habite dans un village et son fils tombe de cheval et il se casse le bras. Et les villageois disent « Oh là là, quel malheur, il s'est cassé le bras, ça va être compliqué pour les récoltes, etc. » Et le vieux sage dit « Je sais pas. » Et le lendemain,
il y a les soldats qui viennent et qui disent voilà, le royaume vient de déclarer la guerre aux pays voisins, on recrute tous les hommes valides pour partir à la guerre. Et du coup, le fils qui s'est cassé le bras ne part pas à la guerre. Et la phrase que j'aime bien, c'est « tout est parfait ». C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais quelque chose de négatif qui m'était arrivé, quelques mois ou quelques années plus tard, je me dis « heureusement que c'est arrivé ». Et du coup, maintenant, j'ai plus aucune pression. Parce que quand je prends une décision, j'ai plus ce truc de dire est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise, parce que je sais que la mauvaise est peut-être la bonne sur le long terme. Et je sais que quoi qu'il arrive, ce sera parfait, parce que je suis vraiment convaincu que quand on fait quelque chose de manière déterminée sur le long terme, on réussit à aller là où on veut aller. Et donc quelque part, même s'il y a des détours parfois, on finira par y arriver. Et c'est Steve Jobs qui, quand il s'était fait licencier de Apple, il se fait quand même licencier de la société qu'il a créée, ça doit être dur à vivre. Et en fait, il dit, c'est là que ça a ouvert... Au début, j'étais abattu, mais ça a ouvert une période de ma vie où j'étais ultra productif, ultra créatif. C'est là qu'il a créé les studios Pixar. Et donc, quelque part, j'ai plus aucune pression. Je me pose ces questions, je suis mon intuition, mais je me dis, au final, de toute façon, ça ira. Moi, je finis à la même conclusion, mais j'ai besoin... Et c'est mon caractère qui est comme ça. J'ai besoin de passer par la phase négative pour exprimer ce qu'il y a à exprimer, pour après me rendre compte que c'était la bonne chose de toute façon et que tout est parfait, comme tu dis, et que tout arrive pour une bonne raison. Et je sais plus ce que c'est la phrase exacte, et je pense que c'était Steve Jobs qui le disait aussi. À un moment, on se retourne et on se rend compte que toutes les choses, que tout est parfait, que tout s'est enchaîné correctement. Et donc, c'est systématiquement vrai. Mais c'est vrai que tu as une capacité à ne pas te laisser impacter à court terme par des choses qui peuvent être impactantes. Moi, j'ai un peu plus ce caractère de dire « Ok, c'est arrivé, j'ai besoin de vivre ce moment-là, cette déception, ce problème, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, et après de repartir ailleurs. » Il y a aussi que je suis naturellement très optimiste, et donc ça, je ne le contrôle pas. Et je connais des gens qui sont naturellement très pessimistes, ça doit être vraiment dur à vivre, mais quand on combine cet optimisme naturel et le fait que j'ai la certitude que de toute façon, quand je me retournerai, je verrai que tout est parfait, ça enlève toute pression. En fait. Alors de temps en temps, dans certaines situations, ça reste compliqué, même si on le sait, même si on en est convaincu, ça reste pas forcément simple à vivre sur le court terme. Est-ce que tu as si ça t'arrive, est-ce que maintenant c'est devenu naturel pour toi et du coup tu n'as même plus d'impact? Ou est-ce que tu as je sais pas, un process à partager que tu mets en place qui te permet de passer au travers de cette difficulté? Tu veux dire si une mauvaise nouvelle survient? Ouais, s'il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive. Tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais là tu perds tout ce que tu as. Alors, tu as beau savoir que ça arrive pour une bonne raison et que c'est parfait, malgré tout, c'est dur à vivre. Est-ce que tu as quand même un moment de moins bien dans lequel tu vas te laisser aller un petit peu, vivre cette émotion pour après repartir? Ou est-ce que dès le début, tu arrives à avoir cette sérénité de te dire non, c'est parfait, c'est ce qui devait arriver et advienne que pourra? Alors je pense que c'est forcément pendant au moins quelques heures. J'ai une période de moins bien, mais quand on a fait l'épisode sur la prison, on en a parlé, j'aime me préparer aux choses. Et donc du coup, j'aime me préparer au pire pour le vivre bien quand ça arrive. Et donc si je perdais tout, je pense que je serais très très peu impacté par rapport à n'importe quelle autre personne, parce que c'est des choses que j'ai déjà prévues, je m'y suis préparé. Effectivement, je ne serais pas content, je pense, pendant quelques heures. Et puis, je reprendrai le chemin en ayant cette certitude de me dire que je ne le comprends pas tout de suite, mais dans 5 ans, dans 10 ans, je comprendrai pourquoi c'est arrivé et je comprendrai que, heureusement que c'est arrivé. Et c'est toi qui m'avais dit ça une fois. Tu avais dit la vie nous envoie ce qu'on a besoin d'entendre ou de vivre. Ce qu'on a besoin et ce qu'on est capable. C'est ce que je trouve génial, c'est qu'on reçoit, et tu l'as pris dans un exemple il n'y a pas très longtemps avec Elon Musk, tu pourras peut-être raconter les attaques qu'il subit par rapport aux Russes et ses gardes du corps. Moi, je suis convaincu que la vie, elle nous envoie ce qu'on a besoin et ce qu'on est prêt à surmonter. Alors des fois, c'est une marche un petit peu plus grosse et ça peut nous donner tendance à baisser les bras, mais je suis vraiment convaincu de ça. Peut-être avant de passer là-dessus, est-ce que tu peux expliquer justement le process, comment tu t'es préparé à ça?
tu dis je me suis préparé à avoir à éventuellement tout perdre et du coup je serai impacté que quelques heures. Est-ce qu'il y a un exercice que tu fais? C'est quoi le process? Comment tu peux dire aujourd'hui je me suis préparé à ça? En fait, je pense que ça arrive naturellement quand j'ai du mal à m'endormir. Ça peut arriver le soir d'être là et le cerveau fonctionne tout seul. Et effectivement, de se préparer et de se dire ok, qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Si ceci ou cela arrivait. Et il n'y a pas vraiment de process, c'est plus un feeling d'explorer, alors qu'on est en totale sérénité, d'explorer les options, ce qui se passe, ce que je ferais, comment je réagirais. Et au final, on se rend compte qu'on trouve toujours des solutions. Et vraiment, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que tant que ça ne touche pas la santé et les personnes que l'on aime, au final, ça reste pas très important. J'aime bien prendre... l'exemple que tu me donnes, c'est si tu perdais tout ce que tu as. Et moi, j'aime bien prendre cette espèce de... Moi, ma vision des choses, c'est qu'on est sur Terre pour une durée limitée et qu'au final, ça n'a pas beaucoup de sens et qu'il faut bien s'occuper. Et il y a un film que j'aime beaucoup, c'est L'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen. Et à un moment, il joue au golf. C'est un dimanche et je sais plus, il parie $10 000 sur le prochain coup. Il perd et ils font aller quitte ou double. Et l'autre lui dit quand même c'est beaucoup d'argent. Et il répond qu'est-ce qu'on peut faire d'autre un dimanche après-midi? Et j'aime bien cette vision des choses de dire de toute façon, je suis là jusqu'à ma mort pour essayer de m'amuser, de vivre un maximum d'expériences et de me dire bon voilà, si je perds tout demain, ça fait partie du jeu. C'est un peu comme au Monopoly, boum, casse prison, clac. Comment je réagis à ça? Et le jeu continue. C'est une difficulté, mais je sais que j'ai eu des facilités à d'autres moments. Et... Donc voilà, il n'y a pas vraiment un process pour se préparer, mais c'est juste de l'analyser à froid avant que ça arrive. Par exemple, quand on regarde des reportages sur le GIGN qui doit faire une intervention, ils repèrent exactement là où ils vont aller, et au moment où ils sont dans le feu de l'action, ils ne réfléchissent plus, parce que tout est préparé, ils savent exactement où chacun se positionne. Et là, c'est pareil, moi je sais exactement ce que je ferais si demain, je perdais tout. Parce que c'est préparé froidement et donc il n'y a plus qu'à exécuter le plan. Et je pense que la pire des choses, c'est justement de se retrouver devant un espèce de vide et de ne pas savoir comment gérer la situation. Mais si on a déjà prévu ce qu'on ferait, quelque part, ça va... Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais en tout cas... tu réponds et pour moi, tu n'en as peut-être pas conscience, mais je pense qu'il y a un lien avec l'épisode qu'on a fait. On a parlé de l'éducation des enfants, etc. Alors je dis pas que c'est tes parents qui t'ont éduqué comme ça, je pense que tu fais partie des gens qui se sont auto-éduqués sur cette partie-là. Mais je pense que tu as affronté un certain nombre de difficultés qui petit à petit t'ont forcé à te forger ce caractère. Moi je vois que c'est quelque chose de plus récent chez moi, parce que j'ai plutôt été élevé dans la culture du succès. Et c'est ce qu'on disait, aujourd'hui, une des valeurs intéressantes à donner à nos enfants, c'est de leur apprendre à échouer, à bien échouer, à rebondir après. Et moi, j'ai pas eu cette habitude-là. Et du coup, c'est plus compliqué pour moi, quand il y a quelque chose qui se passe mal, de rebondir. J'ai une phase qui est un peu plus longue que la tienne. J'ai la même vision finale, mais j'ai une phase qui est un petit peu plus longue que la tienne. Parce que je pense que en fait, c'est ce que je voulais que tu décrives. C'est qu'en fait, je pense que tu as une gymnastique mentale qui est en place depuis très très longtemps, qui fait que finalement, toutes ces choses, on est tous les deux des éternels positifs, mais tu vas passer au travers d'une difficulté, je pense, plus rapidement, juste parce que tu as habitué ton cerveau à faire ça depuis 35 ans, alors que moi, je le fais peut-être depuis 5 ans ou 10 ans, et donc il y a une pratique qui fait que c'est à force de pratiquer qu'on s'améliore, et donc tu as ce côté-là. Je pense que c'est intéressant de revenir sur la partie la vie nous envoie ce dont on a besoin et ce qu'on est prêt à encaisser, entre guillemets, en termes de difficultés. Est-ce que j'aime bien l'exemple que tu utilisais avec Elon Musk et tu peux le réexpliquer? Alors c'est un exemple que j'ai pris dans le produit TFF qu'on commercialise avec Ataraxia. Et en fait, ce que je disais, c'est que la vie, effectivement, nous envoie des épreuves et on doit bénir, entre guillemets, ces épreuves parce que c'est ce qui nous permet de progresser. Et je prenais l'exemple d'Elon Musk. Quand il a développé son programme spatial SpaceX, en fait, il a été vraiment en danger de mort parce que via sa société, il est devenu un concurrent très dangereux des lanceurs de fusées russes. Et il leur a pris des parts de marché énormes. Et effectivement, alors j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai bien sûr, mais que les services secrets russes auraient bien aimé le liquider parce que ça aurait facilité les choses pour leur business. Et l'exemple que je prenais, c'est que si toi ou moi, demain, les services secrets russes devaient nous liquider, ce serait une formalité. Ce serait ultra facile.
En revanche, Elon Musk, c'est pas facile. Son budget de sécurité personnelle, c'est 2 millions par mois. 2 millions de dollars par mois dépensés pour sa sécurité. Et justement, la vie lui a envoyé une épreuve, c'est-à-dire d'être en danger de mort, mais il avait les moyens, alors là c'est les moyens financiers, mais ce n'est pas forcément toujours les moyens financiers, les moyens de surmonter. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que la vie ne nous envoie jamais, ou quasiment jamais, de difficultés qu'on n'est pas capable de surmonter. Parce que, typiquement, les services secrets russes n'ont aucune raison de vouloir nous liquider, ni toi ni moi. Donc, ça ne se passe pas. Mais ça se passe quand on est à des niveaux où, justement, on peut se prémunir de ça. Et vraiment, c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça en discutant, c'est de dire que non seulement la vie nous envoie des épreuves, elles sont tout le temps adaptées à nos capacités, mais tant qu'on n'aura pas compris, eh ben, la même épreuve va se présenter. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Donc, quand on remarque dans notre vie des répétitions, c'est-à-dire, par exemple, je m'associe avec quelqu'un, ça se passe mal. Je m'associe avec quelqu'un, ça se passe mal. Je m'associe avec une troisième personne, ça se passe mal. Peut-être que la vie nous montre quelque chose et qu'on ne veut pas le voir. Et quand on aura compris, eh bien, on s'associera avec quelqu'un et ça se passera bien. Mais c'est juste qu'on n'a pas compris quelque chose, peut-être qu'on gère mal certaines choses, etc. C'est un exemple que je prends comme ça, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et je trouve ça assez fascinant. Alors évidemment, ça se fait par le hasard des choses, mais c'est comme si l'univers voulait nous faire comprendre quelque chose. Et en fait, on bute contre un obstacle. Et l'univers a envie de nous dire, mais tant que tu n'as pas compris ça, tu vas continuer à buter. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui butent toute leur vie. Ouais, sur le même problème, ou sur une relation, ou sur un mécanisme relationnel. Et c'est quelque chose, quand on a compris ça et qu'on a conscience de ça, on regarde aussi les autres avec un regard différent. Et de temps en temps, on se dit, mais là, c'est pas possible. Et on est en général la dernière personne à se rendre compte des épreuves qui nous sont envoyées. Et on se dit, mais c'est pas possible. De l'extérieur, on y voit très clair et la personne a le nez dans le guidon. Et en général, c'est très compliqué d'aller lui expliquer ça parce que c'est très rare les personnes qui sont assez avancées pour entendre ce discours-là et finalement réaliser qu'ils ont perdu énormément de temps puisqu'ils auraient pu réaliser les choses bien avant. J'ai un exemple comme ça. Je connais quelqu'un qui, justement, est parti en procès ou est en très mauvais termes avec toutes les personnes avec qui il a fait du business, avec qui il s'est associé. Et en fait, on a envie de dire, mais quand est-ce que tu vas comprendre que le problème énorme vient de toi? Et justement, cette personne a ce discours toujours de dire « mais les gens veulent m'arnaquer, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça ». Et il a cette même relation avec tout le monde. Et là, c'est évident pour nous de l'extérieur en disant « mais tu as un énorme problème et tu ne t'en rends pas compte ». Et il accuse tout le monde. Et j'avais un autre exemple, c'était quand j'étais étudiant, une fille de ma classe qui s'est fait virer d'un stage. Donc se faire virer d'un stage, il faut quand même le faire. Elle trouve un deuxième stage quelques semaines après, elle se fait virer du deuxième stage. Et là, pour moi, c'était évident. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je savais ce qui clochait parce qu'en fait, elle arrivait dans l'entreprise et elle disait « non mais vous ne savez pas faire, je vais vous montrer comment on fait ». Donc forcément, ce n'est pas l'attitude qu'on attend d'un stagiaire. Et elle était justement dans l'accusation que les entreprises étaient maléfiques, mauvaises avec elle, etc. Et en fait, elle allait probablement passer sa vie à ce que ça ne marche pas parce que son attitude n'était pas la bonne. Et c'est ça, ce truc de l'univers qui t'envoie le message et tant que tu ne le comprends pas, tu butes et tu n'avances pas. Alors pour les personnes qui croient moins à l'univers ou des choses comme ça, on peut dire qu'en fait, on attire des choses qui sont en lien avec l'expérience qu'on fait à ce moment-là. Et tant qu'on ne change pas la façon dont on se comporte, et bien les mêmes choses arrivent, quoi, hein. C'est des schémas qui se répètent. En fait, c'est les mêmes causes dans les mêmes conséquences. Ouais, tout à fait. Invariablement. Si on ne change pas nos habitudes, notre vie ne change pas et on va toujours dans la même direction. Et effectivement, c'est malheureux. Et c'est un sujet qui est compliqué, hein, parce que quand on le voit dans notre entourage ou pour des personnes proches de nous, on le voit très bien, mais c'est très difficile de leur faire prendre conscience de ça. Donc c'est quelque chose qui peut être, qui peut être problématique dans des relations. Par exemple, ça peut être avec ses parents ou avec ses frères et sœurs ou avec des personnes qui nous sont proches et c'est pas forcément simple. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui affrontent ça toute leur vie et qui reproduisent ce même schéma toute leur vie. Ça va même plus loin. Il y a des personnes qui reprennent ce schéma de leurs parents et de génération en génération et qui le transmettent à leurs enfants. Et je pense que c'est un de nos rôles
sur cette terre. C'est toujours compliqué de savoir pourquoi on est là. Un de nos rôles, c'est d'essayer de progresser, de devenir une meilleure version ou un peu moins mauvais que ce qu'on était avant, et de petit à petit aller dans la bonne direction. Mais malheureusement, il n'y a pas tant de monde qui se rend compte de ça. Et quand j'ai quelque chose de négatif qui m'arrive, je me dis toujours... Alors moi, j'aime bien cette formule de dire qu'est-ce que l'univers a voulu m'envoyer comme message, même si ça fait un peu ésotérique, mais je trouve ça assez poétique de le dire comme ça. Mais j'essaie de me dire, ok, quel était le message? Qu'est-ce que tu as dû comprendre là? Et c'est vrai que avoir cette tournure d'esprit à chaque fois, ça évite de reproduire les erreurs. Et ce que j'essaie de faire, c'est pas toujours facile, mais c'est de le faire aussi avec les erreurs des autres. Quand je vois quelque chose de négatif qui arrive à quelqu'un, je me dis, ah, comment ça lui est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois éviter pour justement ne jamais me retrouver dans cette situation? Et j'essaie de le faire systématiquement à chaque fois que je vois quelque chose. Et ce que je trouve bien quand on fait ça, contrairement à beaucoup de personnes, c'est qu'on prend la responsabilité de ce qui nous arrive. Ça veut dire, l'univers m'envoie quelque chose. L'univers c'est pas les éléments qui sont contre moi et je suis la victime et je subis. C'est moi qui reprends les rênes et qui me dit, ok, il y a quelque chose qui arrive que je dois comprendre. Et du coup, ma responsabilité, c'est de comprendre cette chose et de changer quelque chose pour pas que ça se reproduise. Alors que la plupart des personnes qui ont un scénario qui se reproduit en permanence, ça peut être dans des relations par exemple, ils vont toujours rejeter la faute sur l'autre et ils sont en position de victime systématiquement. Et quand on est en position de victime, on n'évolue pas, on ne change pas, on est là pour se plaindre, pour attirer l'attention des autres et pas du tout pour progresser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.